Du monde, voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité, une bande de hors-la-loi spécialisée dans le vol de moto est tombée dans les filets des éléments de la gendarmerie du quartier. Ils opéraient dans plusieurs quartiers de l'arrondissement de Douala 4e. Ils étaient face à la presse ce lundi après-midi. On en parle dans quelques minutes. Explosion d'une bombe à Nsam, un quartier de la capitale politique du pays, Yaoundé. La détonation a eu lieu dans un débit de boissons. Jean-Germain Yekna nous en parle dans cette édition. À suivre également dans ce journal en sport, le lancement de la nouvelle saison sportive par la Ligue professionnelle de football du Cameroun, un organe pourtant dissous le 29 octobre dernier. Nous aurons des éclaircissements à ce sujet grâce à Maître Alain Guini, avocat au barreau du Cameroun, au micro de nos reporters. Et l'actualité de ce lundi 2 novembre 2020 nous emmènera à l'international en Côte d'Ivoire où, après le vote et l'attente des résultats provisoires, mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Bienvenue au 19h45, je vous retrouve tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. Débutons cette édition de l'information en fait de société. C'est une fin de parcours pour un gang de malfrats spécialisés dans le vol de motos. Ils opéraient dans plusieurs quartiers de l'arrondissement de Douala 4e. Finalement, ils ont donc été arrêtés et ils étaient face à la presse cet après-midi. Le récit des faits avec Jean-Germain Yekna et Christian Tamfo, nos reporters. La reconstitution des faits de ce lundi 2 novembre 2020 a permis aux populations ainsi qu'aux riverains de la compagnie de Bonabéry d'avoir une idée exacte de la mise en scène du vol des motos par ces malfrats, curieusement devant la bâtisse qui abrite cette unité de gendarmerie. Il s'agit d'un vol de moto, en fait plusieurs vols de moto perpétrés à la compagnie de Bonabéry, où un gang de voleurs constitué de plusieurs groupes en fait sont venus voler des motos devant la compagnie de Bonabéry. Il faut dire ici que ces gens-là opèrent dans toute la ville de Douala et ses environs et qu'ils n'étaient pas sûrement à leur premier coup. Et c'est grâce aux caméras de surveillance installées dans cette compagnie de Bonabéry que ces présumés voleurs de motos ont été interpellés par les fins limiers de la gendarmerie nationale après une filature. Ils ont opéré plusieurs fois, il s'agit en date du 7 octobre, du 12 et du 17. Grâce donc aux caméras de surveillance installées ici à la compagnie de Bonabéry par un ami de la gendarmerie, nous avons pu en temps réel voir le déroulé de leur action. C'est ainsi que nous avons pu identifier ces malfrats. Nous avons de ce fait lancé des investigations à travers nos agents de renseignement. On a eu le renseignement effectif de ce que ces gens sont situés beaucoup plus dans la circonscription de Douala 2 et nous avons rendu compte à la hiérarchie, à monsieur le procureur de la République. Ainsi, nous avons pu passer à l'action avec tous les actes légaux, tous les papiers qu'il fallait. Nous avons donc, en date de dimanche passé, nous avons pu interpeller ces brigands. La mise aux arrêts dénommée Lefapo Yann Borel, 29 ans, Kwabnan Cédric, alias Madoshi, 31 ans, Aïssi Abega Parfait, 25 ans, et le sieur Fotso Robert, alias Djonkep, 33 ans, receleur, sont donc comme une mise en garde assez hors la qui sème la terreur et la panique, particulièrement à Bonabéry et dans l'ensemble de l'arrondissement de Douala 4e. Je pense que c'est un défi lancé et la réaction aussi est prompte pour leur dire que les forces de défense, la gendarmerie nationale plus particulièrement, sera toujours là pour traquer ces brigands-là dans notre rôle principal qui est d'aider la population et de leurs biens. C'est-à-dire que quand quelqu'un a perdu sa moto ou bien quelque chose d'autre, nous avons le droit, le devoir de pouvoir restituer à travers nos missions. Et c'est ainsi que nous avons pu donc mettre la main sur ces brigands. Passer leur présentation à la presse et aux populations,
Ces 4 présumés malfrats seront déférés dans les prochains jours devant le tribunal compétent. C'est donc une opération coup de poing qui a été menée avec bravoure par les éléments de la gendarmerie de Bonabéry. Rendons-nous à présent à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Serait-elle ciblée par les combattants séparatistes? Une question qu'on est en droit de se poser. Il ne se passe plus un mois sans entendre que l'une des unités administratives de la ville a enregistré la détonation d'une bombe. Et hier encore, dimanche soir, une autre détonation s'est fait entendre en Sam, quartier du 3e arrondissement de la ville. Suivant le récit des faits, avec vous une fois de plus, Jean-Germain Edna. C'est dans ce débit de boisson, dénommé secteur A, 6 au quartier Sam, à 200 mètres environ du carrefour, dans la ville de Yaoundé, que l'engin explosif improvisé a été actionné. Nous sommes dimanche 1er novembre 2020, peu avant 20h, dans ce lieu de détente très prisé par les disciples de Bacchus, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, et selon les informations glanées sur les lieux, 3 hommes seraient entrés dans ce bar et commandés à boire. Après avoir consommé, ils seraient aussitôt repartis, laissant sur place un sac d'un contenu douteux. Et c'est donc quelques minutes plus tard, après le départ de ses clients d'un autre genre, que l'explosion s'est produite. Fort heureusement, la bombe de fabrication artisanale n'a pas fait de morts, mais des personnes grièvement blessées et des dégâts matériels importants. Et sur place, après l'explosion, 2 hommes parmi les 3 soupçonnés d'être les poseurs de l'engin explosif improvisé qui a été actionné dans ce bar ont été interpellés par les forces de sécurité promptement arrivées sur les lieux. Et le 3e a réussi à s'échapper. Rappelons que c'est au moins la 5e explosion de même nature enregistrée à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Et ce en l'espace de quelques mois. Après Mélène, Etoudi, Damas et Mokolo, voici le tour du quartier Sam, survenu ce dimanche. Et dans la ville de Kumba, région du sud-ouest Cameroun, les populations ont été face à un appel à la paix, pas comme les autres. Un homme se présentant comme un ancien combattant séparatiste a invité les populations à ne plus respecter le mot d'ordre de Ghost Town. Il a également déclaré qu'il n'existera désormais plus d'exactions et qu'il sera là pour veiller à la paix et à la sécurité. Regardons avec notre reporter Patrick Ngoignan. Il s'appelle Nyambéré, fils de Kumba. Ancien combattant sécessioniste, il appelle les populations de la ville à vaquer paisiblement à leurs occupations. Nous sommes ici, au marché de Kumba. Mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, je suis fils de ce village. J'ai pendant longtemps, mais je me rends à l'évidence que cela n'a servi et ne servira à rien. Je vous appelle tous à ouvrir vos commerces, à les vendre. Ce combat n'est pas le nôtre. Quand nous fermons nos boutiques, ce sont nos enfants qui souffrent. C'est notre économie qui souffre. Nous devons arrêter cela. Nous devons être du côté du gouvernement, car eux, ils veulent notre bien. Moi, je l'ai compris et je vous invite également à faire de même. Cet homme qui se présente comme ancien combattant séparatiste met en garde les fauteurs de troubles qui tenteraient de nuire à la tranquillité des commerçants. Quiconque tentera de venir vous nuire, que ce soit en moto, par appel ou alors par une lettre, faites-moi savoir. Tant que moi je serai dans ce village, dans cette ville de Kumba, le Ghost Town n'aura plus lieu. Vous pouvez me faire confiance. C'est fini avec les Ghost Town dans la ville et dans les marchés de Kumba. Il appelle par ailleurs les populations à coopérer aux côtés du gouvernement pour mettre fin à la crise qui sévit dans la zone. Le gouvernement, c'est vous et moi. C'est nous le gouvernement. Nous devons travailler
Parce que c'est grâce à ce travail qu'ils sont payés. Nous sommes leurs chefs, nous sommes leurs patrons. Nous devons donc travailler en collaboration avec le gouvernement. Quand ces gens vont gagner de l'argent, ils ne vous disent pas qu'ils vont gagner de l'argent. Ils gagnent des millions de francs derrière cette guerre. Et vous et moi, nous souffrons. Cela doit cesser. Mes frères, mes sœurs, n'ayez pas peur. Ils nous trompent. Ils tuent nos enfants tous les jours et disent combattre pour nous. Ils combattent pour leur propre cause. Cet événement survient une semaine après le massacre perpétré sur les enfants en salle de classe dans une école à Kumba. Le retour à la paix est désormais une affaire de tous. Et puis toujours dans la ville de Kumba, le jeudi 5 novembre prochain a été retenu comme date pour le début des obsèques des 7 enfants froidement assassinés par des combats. Avec notre reporter une fois de plus, Patrick Ngoignan. Cette bougie allumée en hommage aux 7 enfants tombés ici dans cette salle de classe de Mother Francisca International Balengo Academy. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, est venu se recueillir une fois encore sur ces lieux désormais tristement célèbres. Et nous sommes arrivés ici, il y a 7 bougies qui ont été allumées et les 7 bougies représentent chacun des victimes, chacun de ces enfants brutalement assassinés par les terroristes. Et vous avez vu la plaque, vous avez vu-même les âges, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 et 15 ans. Et ces enfants ont été brutalement arrachés à la vie. Alors le message est simple, c'est-à-dire c'est de garder la foi en Dieu, faire confiance au chef de l'État, faire confiance aux institutions, parce que je suis persuadé que les enquêtes prescrites par le chef de l'État donneront des bons résultats. Comme à sa première visite, le patron de l'administration territoriale est resté logique dans sa démarche. Seule la justice divine triomphera de cette barbarie. Je suis également persuadé qu'il y a la justice divine. Donc ceux qui ont perpétré cet acte odieux et les commanditaires qui sont à l'étranger seront rattrapés tôt ou tard par la justice des hommes et la justice de Dieu. Alors, pour nous les chrétiens, c'est les bougies de Névin. Donc il s'agit de 9 jours de prière intense. Il y aura 9 jours de prière intense. Et à la fin de ces 9 jours, il y a des miracles qui vont se produire. Force revient à la loi et le gouvernement de la République ne cédera jamais à ces différentes velléités sécessionnistes renchéries pour la Tanganji. Mais je voulais vous dire sincèrement que ceux-là qui ont perpétré cet acte odieux, qui ont tué ces enfants, et il y a encore 14 enfants grièvement blessés qui sont dans les hôpitaux, le chef de l'État a souhaité leur prompt rétablissement. Nous allons prendre tout à l'heure les nouvelles des médecins. Nous allons accompagner ces enfants à leur dernière demeure dans un esprit de recueillement. Mais nous devons garder le courage. Nos enfants iront à l'école. C'est pour dire aux terroristes qu'ils ne vont pas ébranler la République. Ils n'ont pas les moyens d'ébranler la République. Une réunion à huis clos entre les autorités de la ville, les familles des victimes, s'est tenue dans les locaux du sous-préfet de Kumba 2e. Il en ressort de cette concertation que les obsèques officielles des victimes de Kumba débuteront le jeudi 5 novembre prochain avec la levée de corps des 7 enfants brutalement arrachés à la vie. Rendons-nous à présent ici même dans la ville de Douala pour nous intéresser à la lutte contre l'insalubrité et aussi contre l'insécurité. Le maire de la ville implique désormais les chefs traditionnels ainsi que les chefs des communautés à la gestion de la cité. Une rencontre y afférente s'est tenue cet après-midi à la salle de fête d'Aqua. L'objectif donc de cette rencontre était de peaufiner des stratégies de riposte dans le but de sensibiliser, de traquer tout contrevenant à l'ordre urbain. Suivons les explications de notre reporter Frédéric Moutomé qui a suivi cette rencontre de bout en bout. L'incivisme criard, l'insécurité, le désordre urbain qui font le quotidien des populations de la capitale économique du Cameroun, Douala, imposent de nouveaux paradigmes au niveau de la mairie de la ville. Et à ce propos, le point magistrat municipal de la ville entend impliquer tous les acteurs du corps social.
Dans une concertation tenue à la salle des fêtes d'Akwa, le docteur Roger Mbassandine a échangé avec l'autorité traditionnelle, notamment les chefs traditionnels Sawa du Vouri et les chefs des autres communautés vivant à Douala. Le but étant d'impliquer davantage les gardiens de la tradition dans la gestion de la ville. Ce qui se passe aujourd'hui est une initiative intéressante parce que elle fait en sorte que on revient à quelque chose d'essentiel. C'est que la citoyenneté participative. Dans ce sens que jusqu'ici, la ville s'est développée sans que les chefs traditionnels ne soient concernés directement. Et je félicite le maire de nous avoir donné cette initiative, d'avoir pris cette initiative d'appuyer dans une rencontre déjà entre les chefs traditionnels et la mairie, en faisant en sorte qu'on puisse véritablement avoir un dialogue direct. Mais au-delà de ce dialogue direct, c'est d'ouvrir la porte de la responsabilité. Et dans cette lutte acharnée de tous et de chacun dans la protection du mobilier urbain, la lutte contre l'insécurité et l'insalubrité, 2 comités seront mis en place par les autorités traditionnelles. Le premier aura pour mission la protection du patrimoine et la sécurité. Le deuxième, quant à lui, sera essentiellement axé sur l'hygiène et la salubrité. Nous pensons que si les comités chargés de l'hygiène et de la salubrité sont fonctionnels, nous aurons des caniveaux propres et de la sécurité de travail. Nous aurons de nouveau les moyens de traquer tous ceux qui détruisent le patrimoine, les gens qui renversent les poteaux. Ces comités auront le mandat d'essayer d'identifier ces gens, y compris en les photographiant, en nous faisant tenir ces éléments pour que nous puissions nous mettre à leur trousse. Et tous ceux qui vont casser le patrimoine public, qui vont dégrader le patrimoine public, vous connaissez le principe qui est le nôtre, c'est casseur-payeur. Celui qui casse va payer, celui qui jette des ordures dans les drains va payer. Et tout cela, les comités vont être en quelque sorte chargés d'assurer le bon fonctionnement de ces principes-là. Il est donc question de mieux sensibiliser les populations aux bonnes mœurs à travers une courroie de transmission plus directe entre les populations et les autorités municipales. Au-delà de la sensibilisation, il est attendu une grille d'amende des délits récurrents dans la baie Douala pour réprimer le cas échéant. Fait parler son cœur à travers un élan de solidarité en l'endroit des populations de Dian. C'est donc un matériel didactique et agricole qui a été remis à ces du Cameroun. Frédéric Moutomé et Babi Sielem, nos reporters. Le Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, aux côtés des populations de l'arrondissement de Dian, département du Lomé-Djirem, région de l'Est du Cameroun. Ces populations ont d'ailleurs bénéficié à l'occasion de l'immense générosité de la première dame du Cameroun. À travers le CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun, Dame Chantal Biya, a offert un important don aux populations de cette unité. Surtout les plus nécessiteuses. Vous pouvez en juger par les cibles prioritaires des remises de dons et d'attestations. Les élèves, à travers leurs établissements scolaires et centres de promotion, sans oublier les formations sanitaires. Le CERAC s'est associé à l'expertise nécessaire pour l'union sur rafle de maïs. Il s'agit, à dire d'experts, d'une filière porteuse, ce que les économistes appellent une niche d'emploi et de richesse. Comme quoi, les femmes du Lomé-Djirem ont désormais l'opportunité de produire plus pour augmenter leurs revenus. Le don en question est constitué de matériel médical et des produits pharmaceutiques pour les formations sanitaires, du matériel didactique, équipements électroniques et matériel sur affre de maïs. Séance tenante, ces dons ont été remis aux bénéficiaires par la délégation des membres du CERAC conduite par Mme Christine Solange, la représentante personnelle de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Le don que nous venons de recevoir de la première dame du pays, la dame Chantal Biya, va en gros compléter le pays de notre formation sanitaire.
renforcer la capacité en médicaments de nos pharmacies communautaires dans l'offre de services de santé aux populations. Vous avez vu la nature c'est vraiment considérable un instrument médical. Un sentiment de joie. Nous remercions donc sincèrement le cercle, le CERAC qui gratifie l'arrondissement de Ndiang. Et donc vous voyez derrière moi quelque chose qui va permettre maintenant que l'encadrement des jeunes puisse être beaucoup plus amélioré, notamment ce quand on doit le matériel de sonorisation, le matériel informatique, d'autres matériels qui pourraient véritablement permettre aux CNPJ de se déployer un peu plus facilement. La cérémonie de remise des dons, qui a eu pour cadre la place des fêtes de Djang, a connu la présence effective de plusieurs membres du gouvernement, dont Joseph Lé, de la fonction publique et de la réforme administrative, Gabriel Dododoké, des mines de l'industrie, de la région du Soleil Levant, et de Grégoire Mbongo, gouverneur de la région de l'Est. Précisons que cette cérémonie a été marquée par une prière œcuménique. Ont déjà été mises en exergue par cette association dans le but d'éradiquer au maximum la pauvreté. Et puis, parlons à présent d'excellence scolaire dans le secondaire qui étaient des lauréats. Il leur a été donc remis des produits de première nécessité au cours du et par ailleurs, promoteur de l'association La Main Tendue. Plus de détails avec vous, Frédéric Moutomé et Jean-Blaise Tognet de Piedea. Pour cette deuxième édition de l'excellence scolaire organisée à Edea dans la Sénégal maritime par l'association La Main Tendue, ils sont 549 élèves méritants à avoir reçu des prix, récompenses et autres diplômes à l'esplanade de la préfecture à Edea. Il s'agit pour nous de nous avons vu ce comportement l'année dernière où nous avons focalisé notre activité sur le système francophone, le sous-système francophone. Cette année, nous avons élargi le sous-système francophone. De telle sorte que les enfants qui suivent l'Est et de l'Ouest puissent participer également à la. Et parmi ces lauréats de cette édition 2020, 5 d'entre eux sont d'ores et déjà pris en charge par l'association La Main Tendue. Nous avons tenu à venir, comme l'année dernière, remettre une première particulière. C'est que ces enfants, nous sommes appelés pour les meilleurs. Pour cette année, ils sont 5. Pour les accompagner pendant toute leur production universitaire et de mettre en place un accompagnement pour leur insertion dans la production. En plus de ces enveloppes remises à ces élèves méritants des 11 arrondissements de la Sénégal maritime, en ce début d'année scolaire, les orphelinats et œuvres sociales, 6 au total, sont aussi honorés avec des dons divers et variés dans cet élan de solidarité mis en branle par Jean-Ernest Ngalabibé Massena, le ministre des Transports, par ailleurs promoteur de l'association La Main Tendue. Face à ce que nous vivons et après la journée de deuil nationale qui a été déclarée hier, nous avons apporté cette action à ce jour pour également apporter notre modeste contribution à ceux qui sont les moins nantis. Nous avons pensé aux orphelinats reconnus dans le département et identifiés par le ministère. Quant aux bénéficiaires, J'étais très heureuse de recevoir ce prix. En même temps, ça me donne encore le courage de pouvoir affronter les épreuves de la vie, de continuer à persévérer dans mes études, de devenir de plus en plus meilleure. Ce que je veux leur dire, pour paraphrasier un peu le ministère du Transport, nous, on y a pris et puis on y arrive. Donc, eux aussi, qui continuent à travailler, ils arrivent à être les dirigeants du domaine dans ce pays.
Paris tenu donc pour l'association La Main Tendue et son promoteur Jean-Ernest Ngalebibeye Massena et l'ensemble de ses équipes qui une fois encore accompagnent la jeunesse à travers le vivre ensemble et la promotion de l'excellence scolaire pour une jeunesse formée et de qualité dans le département de la Sénégal-Maritime. Une œuvre sociale de l'association Main Tendue qui vise donc à soutenir les orphelins. En sport, la saison de la Ligue professionnelle de football a été lancée par un premier match d'ouverture Coton Sport contre Panthère Sportive du Ndé. Coton Sport qui s'en est sorti vainqueur donc sous un score de 2-0. Plus de détails de la rencontre avec Zobel Apollinaire Mbon. Coton Sport de Garoua a encore confirmé son hégémonie sur la Panthère Sportive de Ndé ce dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Dès le coup d'envoi de la partie, les deux clubs ont montré de l'envie, mais les cotonculteurs ont imposé leur rythme au cours des 30 premières minutes en dominant presque sur tous les plans. Et domination qui s'est confirmée à la 39e minute de jeu. Assommé, la Panthère Sportive d'Undi va également perdre l'un de ses défenseurs, Joël Nzana, expulsé à la 42e minute de jeu. Les deux formations retrouvent les vestiaires avec cet avantage pour les coups de cul. Finalement, lorsque Coton Sport de Garoua inscrit le deuxième but, le score de 2-0 restera jusqu'à la fin de la partie. Je suis un entraîneur heureux parce que les enfants ont respecté à la limite les consignes. Et ils ont pris le match à bras le corps parce qu'il fallait donner cette prime des matchs et les primes d'entraînement. Et il va de soi. Les gars sont galvanisés. Ils ont promis et ils l'ont fait. C'est une défaite que on ne s'attendait pas. Dès l'entame du match, on était confiants, mais Coton Sport a été plus réaliste sur nous. C'est pour ça qu'ils ont eu l'avance. On gagne un vaincu ou bien un match nul. On était du côté des vaincus. Coton Sport de Garoua confirme davantage sa domination sur le club du département d'Undi en lui infligeant la 9e défaite de l'histoire en 19 confrontations. Et cette rencontre de football Coton Sport de Garoua contre Panthère Sportive du Ndé a été dirigée par un trio d'arbitres venus tout droit de la Guinée. Une grande première pour le Cameroun qui ont mené à se poser plusieurs questions, tentatives de réponse dans ce reportage de Zobel Apollinaire Mbon une fois de plus. En l'absence des arbitres camerounais retenus par la Fédération camerounaise de football, le lien. On a fait appel à des arbitres, tous les matchs vont se diriger comme ça, on aura un championnat sans querelle sur le plan de l'arbitrage. C'est ça qui est essentiel, de dire que voilà, on a trouvé une bonne solution pour faire plaisir à nos compatriotes. Interrogé sur sa légalité. La Ligue peut le faire, mais dans un cadre normatif, ça doit être coordonné avec l'accord de la Fédération en espèces. Je n'ai pas assez d'informations à propos, mais il voulait dire dans le cadre de l'UNIFAC, mais officiellement désigné. L'ancien arbitre international reconnaît tout de même que la convocation des arbitres étrangers pour diriger le championnat de football professionnel au Cameroun pourrait constituer une source de frustration pour les hommes en noir du terroir. Pour un arbitre quand même, lorsqu'il indique, maintenant comprennent les arbitres d'ailleurs, si c'était comme ça dans les conventions pour le match d'ouverture, on comprendrait. Cet imbroglio n'est que la conséquence de la crise permanente entre... Un pays qui est respecté au football du Cameroun, il ne voit pas un arbitre étranger qui va refuser de venir arbitrer un match du Cameroun. Ça, c'est un bon exemple qu'ils ont donné aujourd'hui et pour dire, pour faire dire à la fédération que si vous ne donnez pas les arbitres pour votre championnat, nous on peut venir arbitrer. La question qui reste en suspens est celle de savoir si la FECAFOOT va enfin libérer les arbitres ou si la LFPC va poursuivre son aventure avec les arbitres venus d'ailleurs. Et le lancement donc de la saison sportive par la Ligue professionnelle de football aiguise les curiosités quand on sait que c'est une instance qui a été dissoute le 29 octobre 2020 dernier par plusieurs présidents. Une curiosité à laquelle tente de répondre Maître Alain Guigny. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de nos reporters. Ils se sont fondés sur les statuts de 2019. Statut de la Ligue de football professionnel de 2019. Moi, je voudrais partir de là. À partir de ce moment-là, ces statuts de 2001 ont-ils été votés
par la Ligue ou alors par la FECAFOOT. Et c'est la FECAFOOT qui a modifié les statuts de la Ligue. Et qu'ils avaient pouvoir de modifier et sous tutelle de la FECAFOOT. Alors la FECAFOOT peut tout. Non, la FECAFOOT ne peut pas tout. Pour essayer d'être, de nous faire comprendre par les gens qui nous écoutent et nous regardent, quand vous mettez un enfant au monde, à partir du moment où cet enfant est né, cet enfant a désormais des droits d'enfant, mais il y a des règles. Ça veut dire que si vous décidez de le tuer, on vous poursuivra pour infanticide. C'est-à-dire cet enfant a des droits. Et cette ligue a des droits. Et ces droits lui ont été conférés par la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'on a créé la ligue et on lui a donné une certaine autonomie. Et c'est le texte qui le dit. Une certaine autonomie financière, une autonomie administrative. Et toujours au sujet de cette guerre entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue professionnelle de football, au lendemain de l'ouverture du championnat, le comité exécutif s'est réuni au cours d'une session extraordinaire. Et vous nous dites, Jean-Germain Yetna et Elvis Ngwe, que 2 points ont été à l'ordre du jour. Tout de suite, des explications avec vous. 2 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour de ce comité exécutif extraordinaire de la Fédération 2 ans. Puis la mise en œuvre de la résolution numéro 13 du communiqué final de l'Assemblée générale du 25 septembre 2020 dernier, relative à l'accord avec la Ligue de football professionnel du Cameroun sur l'application de la sentence du TAS du 14 septembre 2020. Et sur ce dernier point, les membres du comité exécutif présent, au vu des différentes assemblées générales extraordinaires contradictoires de la LFPC et compte tenu de l'imbroglio constaté, ont à l'unanimité demandé une suspension des travaux pour permettre au président de la FECAFOOT de convoquer les parties prenantes en vue d'une audition pour l'éclairage du comité exécutif. L'objet est de fournir au comité exécutif toutes les informations nécessaires à une prise de décision définitive à la crise qui secoue ce membre délégataire de la FECAFOOT et pour le lancement des championnats professionnels dans les tout prochains jours. Une décision qui a été approuvée ce lundi 2 novembre 2020 par l'ensemble des membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football dans la salle des conférences de l'immeuble siège de la FECAFOOT, 6 au quartier Tinga à Yaoundé. Jusqu'à mercredi matin, je vous donne rendez-vous mercredi à 9h pour la suite de ces travaux. Merci et bonne journée à vous. C'est donc un autre feuilleton qui s'annonce dans cette guerre des tranchées entre la FECAFOOT et la LFPC lorsqu'on sait que la Ligue a déjà lancé ses hostilités avec le match d'ouverture de dimanche dernier entre Coton Sport de Garoua et la Panthère sportive d'Undé. Rencontre soldée par la victoire des cotonculteurs sur le score de 2-0. En Côte d'Ivoire, la commission électorale pourrait annoncer dès ce soir les premiers résultats de l'élection présidentielle. Et même si la vie reprend peu à peu son cours, le déroulement des élections et l'attente des résultats se passe sous fond de contestation de l'opposition. Plus de détails avec nos confrères de TV5 Monde. Comme vous pouvez
pouvez le voir derrière moi, la vie reprend doucement à Abidjan, même si de nombreux commerces ont décidé de rester fermés en ce lundi matin. De nombreux Ivoiriens ont décidé de rester chez eux par crainte de violence. Alors si nous n'avons pas encore de bilan officiel, on compte au moins une dizaine de morts selon des sources locales dans plusieurs endroits de la Côte d'Ivoire. Bien souvent, l'affrontement en politique a tourné à l'affrontement communautaire. Et la Côte d'Ivoire est toujours dans l'attente des résultats définitifs de cette élection présidentielle sous tension. Hier, la commission électorale indépendante a commencé à égrener certains résultats partiels et il donne, sans surprise, le président sortant, Alassane Ouattara, largement en tête pour remporter un 3e mandat. Dans certains départements du Nord qui lui sont favorables, eh bien, le taux de participation dépasse les 98%. La commission électorale indépendante devrait continuer d'égrener ces résultats aujourd'hui, mais les deux principaux candidats d'opposition qui ont boycotté ce scrutin ont déjà annoncé qu'ils ne reconnaissaient pas cette élection. Ils ont appelé à une transition civile. De son côté, la majorité a mis en garde l'opposition contre toute tentative de déstabilisation. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 21h dans le cadre du programme Toto Clair, une émission qui sera diffusée simultanément sur la page LTN TV officielle. Bonne soirée à tous sur votre chaîne. Au revoir. Du monde inspiré par vous. Retrouvez votre chaîne de télévision